Alors, nous allons continuer, comme je l'ai dit, donc, sur cette table ronde sur l'innovation en santé à l'épreuve de sa prise en charge, financement Pécan, article 51. Alors, comme vous le savez, Vassigna, depuis 8 ans que nous avons lancé avec Interaction Healthcare eh bien, ce rendez-vous annuel des grandes tendances de la santé, nous avions à cœur d'avoir le retour d'expérience de patients, j'en ai parlé en introduction de cette matinée. Et l'impact, bien sûr, sur le parcours de soins. Donc, avec vous, Nathalie Savario, eh bien, nous savons que nous avons l'exemple parfait d'une patiente impliquée également au niveau associatif, vous allez nous en parler, mais également aussi entrepreneur dans la santé numérique, en imaginant des solutions concrètes et qui vous semblait vraiment utile avec ce projet passionnant de Prisca. Donc la première question que je voudrais vous poser, Nathalie, c'est d'abord un grand merci d'être présente ce matin pour partager votre vision de patiente. Pouvez-vous nous partager cette expérience concrète de cette prise en charge de l'innovation en santé, qui était également un des sujets juste avant? D'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, patient parfait, je ne suis pas sûre, mais l'exemple, en tout cas, on va essayer. La prise en charge de manière globale, quand on est un patient et que l'on est confronté à un parcours de soins, c'est un vrai sujet. Donc, il y a 10 ans, quand j'ai pris conscience de la difficulté que cela représentait, entouré de plusieurs personnes, on a créé ce qu'on appelle une association assez communément, qui, de manière bénévole, a essayé d'apporter on va dire une solution à des problématiques que l'on n'avait pas tout à fait imaginées. Parce qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé à parler de prise en charge sociétale, de précarité au quotidien des familles, j'avais l'impression de parler chinois et on me regardait un peu de travers et on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, on ne savait pas de quoi on parlait et on n'avait pas imaginé que parce qu'on avait une chance inouïe en France, et c'est la réalité, de se faire soigner, ce qui a été mon cas, c'est pour ça que je suis encore là et que je peux en témoigner, on n'avait pas imaginé qu'il y avait tout le reste autour. Toute la prise en charge que l'on ne voit pas venir, dont on ne parle pas et qui aujourd'hui est en train de prendre une place très très importante, notamment dans la prise en charge, dans l'innovation, et qui du coup, grâce à la e-santé, prend une dimension qu'on n'avait pas imaginée. Donc nous, on a travaillé au quotidien auprès des patients, avec les soignants, avec les patients, les familles. Et on a accompagné ces familles de façon très basique sur leur quotidien, c'est manger, se loger, avoir accès potentiellement à des soins de support parce que tout le monde n'y a pas accès. Donc tous ces sujets-là, en fait, on a essayé de les combler avec nos moyens qui n'étaient pas forcément démesurés à l'époque, mais ils ont grossi au fil du temps. Et on s'est rendu compte, grâce à un tout petit outil numérique que j'ai créé avec nos moyens et avec de l'aide, on a réussi à se rendre compte que la statistique qui en sortait était dramatique. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que des familles comme monsieur, madame, tout le monde, comme certains d'entre vous aujourd'hui qui nous suivent, pouvaient se retrouver dans des situations complètement inextricables juste parce qu'ils étaient malades, alors même qu'ils avaient un métier, qu'ils avaient un quotidien, une famille, etc. Donc toutes les pathologies cancéreuses sont concernées, mais pas que. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de cette problématique de prise en charge sociétale globale. Et c'est ce qui a permis chez Life de sortir ces statistiques, de réfléchir pendant 4 ans et d'écrire un cahier des charges très compliqué avec lequel on travaille beaucoup avec Interaction Healthcare depuis maintenant plus d'1 an et demi. L'idée était de dire, OK, nous, chez Life, on arrive à un moment donné de la prise en charge, mais souvent c'est trop tard. C'est trop tard, on ne donne pas d'argent, on paye à la place d'eux, je préfère le dire, c'est important, nourriture, logement, etc. Mais comment faire pour anticiper ces problématiques de prise en charge? Et c'est là où l'innovation en santé a un véritable apport, puisque grâce à une solution numérique sur laquelle on travaille depuis un long moment maintenant, mais qui enfin prend forme et qui s'appelle Prisca, en effet, comme vous venez de le dire, c'est l'acronyme de prise en charge sociétale des cancers et des ALD. Pourquoi des cancers et des ALD? Parce que tout simplement, on ne peut pas travailler en silo et les problématiques sociétales rencontrées dans le cancer sont les mêmes que dans les pathologies qui sont prises en charge au long cours dans le cadre de l'ALD, des affections de longue durée. Et je crois, Nathalie, que nous avons une vidéo de présentation de Prisca et je vous rappelle bien sûr de réagir sur le hashtag e-santé24. Je vous propose de découvrir cette vidéo. Comment améliorer la prise en charge du cancer et des maladies ALD? Prisca est un dispositif connecté pour accompagner les patients, les familles et aidants, ainsi que les travailleurs sociaux. Cet outil digital est double avec une application pour les familles, les patients et les aidants, et une plateforme de gestion sociétale pour les travailleurs sociaux et intervenants de parcours, infirmières d'annonce, IPA, coordinateurs et coordinatrices. L'application offre 4 fonctionnalités majeures.
Un scoring qui établit en 16 questions la situation de la famille. Appelée Priscore, cette donnée permet de déterminer l'urgence à agir pour les travailleurs sociaux et professionnels du parcours sociétal. Un lien automatisé avec les travailleurs sociaux pour faciliter les échanges et prévenir les fragilités sociétales. Une messagerie instantanée et sécurisée. Un moteur de recherche puissant pour obtenir des ressources et des contenus ciblés. Quant à la plateforme pour les travailleurs sociaux, elle propose un véritable outil de gestion des familles, un agenda interactif, une messagerie sécurisée interne et externe, un outil interne de partage de bonnes pratiques et d'actualités et de la formation professionnelle en ligne. L'objectif, prévenir des fragilités sociétales et éduquer les patients sur les impacts que peut avoir la maladie sur leur quotidien. Ce projet est porté par l'association LIFE qui accompagne les familles touchées par un cancer en situation de fragilité et est développé avec l'agence digitale en santé Interaction Healthcare. Alors, est-ce que Nathalie, vous pouvez revenir sur les enjeux en fait, de cette initiative, tant pour le patient que pour, bien sûr, le système de santé ? Les enjeux, ils sont primordiaux aujourd'hui parce qu'on se rend compte que le parcours de santé est un parcours qui est complexe, aussi bien pour les professionnels du parcours que pour le patient et sa famille. Et ce qui nous manque souvent, c'est le lien qui va permettre, au-delà de la prise en charge médicale, de garder ce lien avec l'équipe. Il faut savoir que dans nos institutions françaises, nos hôpitaux, nos centres de prise en charge de cancérologie, mais de façon assez générale, nos travailleurs sociaux sont un peu le parent pauvre de la prise en charge. Pour la plupart du temps, ils travaillent avec des tableurs Excel, ils n'ont pas de CRM, ils n'ont pas d'outils de gestion. C'est compliqué, ce sont des professions qui devraient être mises au départ dans la prise en charge de santé. Certains soignants s'évertuent à essayer de le faire, mais c'est parfois très compliqué, d'abord parce qu'on manque d'outils et de temps, il ne faut pas l'oublier. Donc tous les acteurs du parcours ont besoin de rester en contact avec la famille, ainsi que pour la famille et le patient, parce qu'il n'y a pas que le patient qui est concerné. Quand on a une maladie grave, toute la cellule familiale est touchée, toute la cellule familiale est concernée. Donc cet enjeu, il est primordial parce que d'abord, ça a un coût colossal pour la sécurité sociale, ça a un coût colossal pour nos institutions publiques parce qu'un patient qui ne va pas bien, parce qu'il n'a plus de quoi manger au quotidien, il va aller mal de façon générale. Donc il va aller mal, il va repartir aux urgences, il va avoir des tas de problématiques qui vont venir se greffer autour de sa prise en charge qui auraient pu être évitées. On le sait, le constat aujourd'hui est catastrophique. Une famille sur 3 va être en situation de précarité. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais pour autant, il veut dire ce qu'il veut dire. Il est un peu galvaudé à l'époque où nous vivons. Mais quand je parle de précarité, je ne parle pas de ce que l'on voit malheureusement dans nos rues aujourd'hui en France. On ne parle pas de gens sans domicile fixe, on ne parle pas de ça. On parle de gens comme vous et moi qui travaillent, qui se retrouvent en difficulté à un moment T parce qu'en fait, la maladie va engendrer des précarités sociétales qu'on n'a pas imaginées. Quand on ne travaillait pas le mercredi, exemple tout bête, mais qu'on va se retrouver à l'hôpital ce jour-là pour ses soins, qu'est-ce qu'on fait de ses enfants ? Bon, il y a la DAS, c'est une option, mais ils ne prennent pas pour la journée. Donc, à un moment donné, toutes ces problématiques-là, on ne les envisage pas. Il y a des professionnels et des systèmes RH qui sont merveilleux et qui vont prendre en charge les gens de façon extrêmement bienveillante, mais il y a tous les autres. Il y a toutes les TPE, toutes les PME, qui, il ne faut pas l'oublier, sont le premier employeur de France, qui n'ont pas forcément une belle couverture prévoyance pour eux-mêmes et pour leurs équipes. Donc, toutes ces situations-là, en fait, diverses et variées, vont mettre en danger à la fois la famille et le patient, mais surtout, par ricochet, le soin et la prise en charge. Donc cet enjeu de prise en charge sociétale, aujourd'hui, il est hyper prioritaire. C'est quelque chose dont je parle depuis 10 ans. Aujourd'hui, ça fait partie de nos stratégies décennales d'un point de vue cancérologie. Quand j'entends parler M. Pont tout à l'heure de DocaPost, je suis impressionnée et je me dis, ça y est, on a pris la mesure du besoin, on a pris la mesure du fait que soigner, c'est merveilleux. On a cette chance incroyable en France et souvent on l'oublie, parce qu'on a oublié que ce n'était pas gratuit, que ça représentait un certain nombre d'investissements et qu'on y contribue tous. Et aujourd'hui, la prise en charge globale, elle doit faire partie de cette prise en charge médicale. On ne peut plus en faire l'économie. On ne peut pas soigner quelqu'un et le laisser en déshérence sociétale, sans emploi, sans de quoi nourrir sa famille, en perdant son logement. C'est ce qui m'est arrivé. Donc je sais de quoi je parle. Et pour autant, je me croyais à l'abri.
avec de longues études et, je croyais, un très beau métier. Donc tout va bien, rassurez-vous, mais il n'empêche que, à un moment donné, cette prise en charge, on ne doit plus en faire l'économie. Elle a vraiment un impact financier, humain, qui aujourd'hui doit être, je pense, une priorité dans nos prises en charge. D'ailleurs, les soignants qui accompagnent LIFE depuis 10 ans et qui soutiennent Prisca à 300%, puisque la Pitié-Salpêtrière à côté, notamment, fait partie des soutiens de Prisca qui n'attendent qu'une chose, c'est que l'outil soit fiable et terminé pour pouvoir le tester, mais aussi en région, que ce soit du public ou du privé, parce que tout le monde est concerné. Merci Nathalie pour ce témoignage qui vraiment illustre un peu l'ADN en fait, de cet événement, c'est-à-dire d'apporter des solutions qui soient concrètes pour les patients et aussi leur entourage. Et je pense que vous l'avez parfaitement exprimé, aussi avec des solutions qui sont parfois très simples, mais qui doivent être bien sûr accessibles, comme on l'a évoqué. Merci beaucoup Nathalie. Vassinia, merci Nathalie. Je propose qu'on continue. On continue. Natacha Lemaire, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes rapporteur général du dispositif Article 51 au ministère de la Santé. On va revenir avec vous sur une autre innovation dont on ne parle pas assez, dont on ne parle pas beaucoup en tout cas, qui est l'innovation organisationnelle. Il faut quand même rappeler qu'elle est indispensable pour adapter et changer les pratiques. Alors, plus de 5 ans après le début des expérimentations, peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce dispositif et pour faire peut-être le lien aussi avec ce qui vient d'être dit, le rôle des patients dans ce dispositif? Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, le dispositif de l'article 51 permet de tester des innovations organisationnelles et des nouveaux modes de financement. Qu'est-ce que c'est que des innovations organisationnelles? C'est mieux travailler ensemble, c'est donc le patient au centre, les professionnels autour, si je puis dire, avec des finalités qui traitent de la coordination de la prise en charge, ça c'est posé par la loi, de l'accès aux soins et du développement de l'exercice coordonné. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que c'est des conditions pour pouvoir être éligible et bénéficier du dispositif. Il n'y a pas de conditions sur le portage des projets. Donc, dans les porteurs de projets, on a aujourd'hui beaucoup de types de porteurs différents. On a bien sûr des acteurs du système de santé, mais on a aussi un peu des industriels. On a des patients. Très schématiquement, toutes les parties prenantes du système de santé sont habilitées à pouvoir nous proposer des projets. Les patients dans tout ça, ils interviennent tout au long du dispositif. Ils peuvent être à l'origine des projets. On a quelques projets qui sont portés par des associations de patients. Ils sont souvent partenaires. Dans notre portefeuille, un projet sur 5 est porté ou en partenariat avec des associations de patients. Ils peuvent aussi intervenir dans la mise en œuvre. Un projet sur 3 a pour objectif soit principal, soit secondaire de développer l'autonomisation des patients avec des programmes de formation, de sensibilisation, de pair et danse. Enfin, on a beaucoup de projets qui développent cette dimension-là. Et enfin, tous, lors de leur évaluation, font intervenir des patients pour donner leur avis sur le modèle qui a été proposé. Et c'est un des facteurs qui permettent de juger si une expérimentation a des bons résultats et est probante ou non. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut aussi peut-être parler un peu de l'après, tant pour les porteurs de projets que le dispositif en lui-même? On en est où là actuellement? Alors vous l'avez dit, on est un dispositif assez jeune. On est dans notre 6e année. On a un portefeuille, on a autorisé depuis le début du dispositif 146 projets. Donc, qui sont passés dans le dispositif ou qui y sont encore. Sur ces 146, 31 expérimentations se sont terminées. Et parmi ces 31, 25 l'année dernière. Donc vous voyez, on est en pleine montée en charge. Cette année, on va avoir encore plus de projets qui se terminent. Alors qu'est-ce qui se passe après pour eux, pour les porteurs, pour les expérimentateurs, pour les patients? Ça va beaucoup dépendre des résultats d'évaluation, puisque tous les projets font l'objet d'une évaluation externe. Et donc, selon les cas de figure, on a 2 grands cas de figure principaux. Les résultats sont probants.
Et donc, la suite, c'est de transformer le système pour pouvoir accueillir cette innovation et la proposer au plus grand nombre, sachant que ça ne se fait pas par un claquement de doigts dès la fin de l'expérimentation. Donc, il y a de nouveaux travaux qui se font avec les administrations en charge de la thématique ou de la prise en charge, donc entre l'État et l'assurance maladie. Et pendant ce temps-là, les expérimentateurs ont des financements pour poursuivre le projet, pour qu'il ne s'interrompe pas, pour garder la dynamique jusqu'à ce que le droit commun prenne le relais. Et cette période dite transitoire peut durer jusqu'à 18 mois. Pour ceux pour lesquels les résultats ne sont pas au rendez-vous, ça arrive aussi, on n'a pas que des projets qui marchent. Une des conséquences principales est que le projet s'arrête. Et donc là, il y a un accompagnement sur cet arrêt ou pour le porteur, l'expérimentateur, de trouver d'autres types de financement pour pouvoir continuer d'une autre façon. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est très minoritaire, mais qui existe néanmoins, qui est de poursuivre par une phase expérimentale nouvelle, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche pour avoir des résultats et qu'on a besoin de continuer. Et pour vous donner un exemple, parmi les 25 de l'année dernière, on a un cas. Voilà, donc mais c'est possible. Sur le dispositif lui-même, le dispositif est pérenne. Les expérimentations ont une durée de vie, si je puis dire, un cycle de 5 ans maximum. C'est la durée fixée par la loi. Et donc, mon équipe, les correspondants dans les différentes administrations de l'État, de l'assurance maladie, des agences régionales de santé et des organismes locaux d'assurance maladie sommes en mesure d'accompagner environ 130 projets par an. Voilà, c'est notre capacité à faire. Et donc le renouvellement que je vous ai décrit permet de renouveler aussi le portefeuille et d'accepter de nouveaux projets. Merci. Alors justement, pour poursuivre sur le sujet du dispositif article 51, on a voulu voir directement ce que ça donnait avec un porteur de projet, Edouard Gasser. Bonjour, vous êtes le patron de Tilac Healthcare et vous connaissez bien le dispositif, oui, puisque vous y avez participé pour Audisight. On avait envie de vous entendre et d'avoir un retour d'expérience. Comment ça s'est passé pour vous ? Ouais, c'est une bonne question. Alors, bon, déjà, on va reprendre chronologiquement un peu comment ça s'est passé. Tilac est une société qui a été créée en 2016. L'ambition est de créer une plateforme une plateforme de suivi de vision à domicile avec une composante de jeux vidéo à l'intérieur pour des patients qui sont atteints de maladies de la vision comme la DMLA, comme la rétinopathie diabétique. Et en fait, quand on a eu notre marquage chez eux, c'était en septembre 2018, on a commencé à faire d'abord des expérimentations sur le terrain. On s'est très vite rendu compte qu'en fait, pour innover en santé, il y avait quand même une composante organisationnelle qui était très importante, c'est-à-dire que la seule mise à disposition d'une application numérique ne suffit pas. Il faut accompagner les patients, il faut accompagner les médecins. Et donc on a commencé à regarder quelles étaient les opportunités pour nous pour financer ces expérimentations. Et je me souviens d'avoir une discussion avec Yann-Maël Ledouarin, qui intervient d'ailleurs cet après-midi, sur les options qu'on avait pour des sociétés comme les nôtres, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'accès au marché pour des solutions numériques comme la nôtre, comme Audisight. Et en fait, il y avait deux options forfait innovation où il m'a parlé de l'article 51 parce qu'il n'y avait pas le PECAN était uniquement pour 4 types de pathologies, pas le PECAN, excusez-moi, le programme étape était pour 4 autres types de pathologies et il m'a parlé de l'article 51 que je ne connaissais pas et je connaissais le forfait innovation. Pour moi, le forfait innovation était déjà un peu trop était plus en amont, c'est-à-dire pour financer plutôt des études cliniques. Et il m'a parlé de l'article 51 et du travail que faisait l'équipe de Natacha sur accompagner justement des innovations, qu'elles soient numériques ou non, mais des innovations en santé qui vont nécessiter un changement organisationnel, une coordination en fait entre des professionnels de santé, des patients et des industriels comme nous. Et donc, on a déposé un dossier parce qu'il n'y avait pas, encore une fois, on était les premiers véritablement en ophtalmologie à apporter une innovation comme celle-ci. Et on s'est très vite rendu compte que les médecins avaient besoin d'un accompagnement.
Et donc on a déposé un dossier, alors ça a pris un peu de temps, ça a pris en tout je pense 1 an et demi environ entre le moment où on a commencé à déposer le cahier des charges et puis le moment où il y a eu validation du projet. Alors la raison aussi pour laquelle ça a pris un peu plus de temps, c'est qu'il y a eu une crise sanitaire mondiale et les équipes de Natacha ont été quand même mobilisées sur le sujet, je me souviens au début de la crise du Covid notamment. Mais pour nous, ça a été assez exceptionnel en fait l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que ça a permis vraiment de faire une expérimentation auprès de près de, maintenant je crois qu'on a 500-600 médecins et plus de 11 000 patients en fait, de se rendre compte de ce que ça allait apporter tout simplement sur le terrain et si effectivement le suivi de vision à domicile pouvait permettre une meilleure prise en charge et surtout avec un accompagnement bien paramétré, à ce moment-là, de permettre une vraie adoption de nos solutions. Parce que c'est le sujet, en fait. Souvent, on se dit il faut innover, il faut financer la santé, mais je pense qu'il faut l'accompagner, en fait. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de bien dépenser l'argent au bon endroit. Et la réalité des solutions numériques, c'est pas seulement... Le sujet n'est pas seulement d'avoir du financement et un remboursement, le sujet est vraiment de comprendre comment ça va impacter le parcours de soins, les hôpitaux ou même les cabinets de médecine de ville. Enfin, on est vraiment dans une innovation incrémentale avec un impact sur le quotidien des médecins qui est extrêmement important. Et s'il n'y a pas cet accompagnement, la réalité, c'est que très peu de solutions vont véritablement fonctionner. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est que cette coordination, elle est indispensable pour les patients et surtout pour les médecins qui ont très peu de temps et qui nous disent « j'adore votre produit, mais moi, j'ai déjà pas le temps pour faire mon soin traditionnel ». L'accompagnement, comme on a dans le cadre de l'article 51, permet de compenser le temps, tout simplement, qu'ils vont prendre à se réorganiser et puis de tester, encore une fois, à grandeur nature, une solution. Et pour nous, c'était assez évident. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, alors bien évidemment, si tant est que l'expérimentation et la validation de l'expérimentation est positive, mais derrière, il y a vraiment effectivement potentiellement un SaaS. Et puis avec le remboursement de droit commun de la télésurveillance, il y a aussi une sortie. Et pour nous, ça a été assez itératif. On a vu arriver le dispositif, on s'est dit c'est exactement ce dont on a besoin pour prouver à grande échelle que notre solution elle fonctionne. Et ensuite, on va pouvoir envisager, si tout se passe bien, le remboursement de droit commun et ouvrir complètement la solution. Vous conseillez à d'autres startups de se lancer, alors, comme j'anticipe un peu, hein, ça m'étonnerait que vous répondiez non quand même. De quels prérequis ont besoin finalement les jeunes pousses aujourd'hui pour aborder sereinement un article 51 ? Je pense qu'en fait, je pense qu'il faut essayer déjà de comprendre quel est l'impact de la solution, quel peut être l'impact de la solution et si effectivement l'article 51 est le bon dispositif. Par exemple, aujourd'hui, typiquement si on fait de la télésurveillance en diabète, on ne va pas aller voir à l'article 51 parce qu'il y a déjà aujourd'hui un droit commun. Les solutions peuvent s'inscrire en ligne générique et donc du coup peuvent déjà être déployées. C'est difficile ça, de se repérer comme ça peut-être au milieu des dispositifs ? Oui, ça c'est peut-être un peu compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit fleurir et à juste titre beaucoup de positions dans nos startups, d'affaires publiques et d'accès au marché parce qu'en fait il y a un vrai maillage public à comprendre pour pouvoir naviguer rapidement. En fait, le vrai sujet des startups, c'est comment on survit, hein, soyons très clairs, surtout en santé, comment on survit le plus longtemps possible pour arriver jusqu'à effectivement une diffusion globale de nos innovations. Et il faut avoir les bonnes personnes pour pouvoir faire les bons choix rapidement. C'est tout le sujet. Mais ces dispositifs sont là pour ça. Et effectivement, s'il y a un impact organisationnel nouveau, aller voir l'équipe de Natacha et présenter le dossier, c'est la chose à faire. C'est vraiment, est-ce qu'il y a une innovation qui impacte le parcours de soins, la prise en charge, et donc qui nécessite une nouvelle organisation. À ce moment-là, je pense que c'est extrêmement adapté. Nous, on a eu la chance de faire, en plus de ça, une expérimentation à l'échelle nationale, parce qu'on était déjà déployés. On peut faire aussi des expérimentations locales. Vraiment, pour nous, ça a été un accélérateur assez important de notre présence sur le terrain. Juste pour vous donner un peu un ordre de grandeur, quand on a eu notre expérimentation article 51, on est passé de 50 prescriptions mensuelles à 1000 prescriptions mensuelles maintenant. Alors, ce n'est pas du tout fini, il faut que tout ça se transforme, mais c'est pour vous montrer que bien accompagné avec une bonne organisation et avec le bon financement, effectivement, on peut diffuser des solutions numériques comme les nôtres, grandeur nature. Alors, je voulais juste me tourner vers vous, Mme le maire, je vais vous laisser réagir évidemment à ce qui vient d'être dit. Et je voulais juste rebondir tout à l'heure, vous avez parlé de 130 projets portés annuellement en même temps, c'est ça ? C'est le dispositif qui est calibré pour accueillir 130 projets, est-ce qu'on peut
espérer que vous puissiez en accueillir un peu plus? Est-ce que c'est le but recherché aussi? Alors, peut-être juste en réaction avec ce qui vient d'être dit, compléter. C'est-à-dire que vous l'avez dit, hein, ça prend un peu de temps. Et je voulais quand même insister sur cette dimension temporelle, parce qu'il y a le temps d'élaboration du projet, et nous, finalement, on n'intervient pas, on n'incube pas des projets. On intervient sur des projets qui sont relativement matures, et qui sont prêts finalement à être déployés, puisque, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'était sous-jacent, c'est de l'organisation et du test en vie réelle. Donc c'est ça que l'on offre, mais sur des projets relativement matures. Et puis, donc on accompagne financièrement à compter de cette mise en œuvre. Donc il faut arriver jusque-là. Et après, voilà, après il y a un accompagnement humain et financier jusqu'à finalement le droit commun dans le meilleur des cas. Mais il faut arriver jusque-là, c'est ce que vous disiez. Sur votre question de la capacité à faire, elle est au final déterminée par les équipes, par le facteur humain. Et à ce stade, nous n'avons pas de perspective, on va dire, de développement de ce facteur qui est essentiel. Et c'est ça qui nous limite à peu près. C'est pas, voilà, ça peut être 135, ça peut être 125, ça dépend aussi de la taille des projets. On a des projets nationaux comme Odysite qui se déploient dans pas mal de régions en simultané. On en a d'autres qui interviennent dans une seule région et même auprès d'un groupe relativement restreint de professionnels. Pour les startups, ce qui est aussi important, c'est qu'un projet, c'est donc pas seulement une idée, hein, c'est vraiment jusqu'à la mise en œuvre, et les professionnels pour la mettre en œuvre. Et donc une start-up, elle ne va jamais pouvoir venir toute seule, elle va devoir venir avec son écosystème. Voilà, c'est aussi, et donc pour Odysite, on avait l'écosystème des ophtalmos, des orthoptistes, enfin de tous les professionnels qui interviennent pour la prise en charge considérée. Alors c'est une bonne transition hein, quand vous parlez d'écosystème, puisque dans la partie financement, hein, c'est quand même un élément essentiel. Et un des acteurs, on va en parler dans quelques minutes sur les levées de fonds, puisque Édouard, vous n'avez pas insisté sur quand même la belle levée de fonds que vous avez faite l'an dernier de 10 millions d'euros et qui sera redonnée tout à l'heure avec Sandrine Cochard. On a un acteur qu'on oublie peut-être un peu souvent, qui est le monde bancaire. Donc Thomas Vassel, vous êtes le directeur du développement du marché dans B2B, donc des banques populaires du groupe BPCE. Vous étiez déjà venu l'an dernier nous donner l'axe stratégique par rapport à la santé, mais vous souhaitiez revenir. Hein, c'est un peu l'objectif de cette conférence aussi, hein, c'est de voir les évolutions en fait, et les dossiers qui sont mis en place et annoncés chaque année. Est-ce que vous pouvez nous les partager ce matin? Bien sûr, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci pour ces formats de nous regrouper sur une journée. Je trouve ça, je pense que très utile dans les échanges tout au long de la journée. Moi, je vous devais un retour, parce que l'an dernier, je suis venu, et d'ailleurs, vous m'aviez interrogé que vient faire un banquier à la conférence e-santé, et je vous avais dit, mais nous, on a envie d'accélérer Banque Populaire sur les enjeux qu'on connaît tous, que ce soit vieillissement démographique, fracture territoriale et accès aux soins, les formidables promesses et premières solutions technologiques de la e-santé. Et donc, je vous devais ce retour. Pendant un an, on a énormément bossé, on a énormément aussi échangé avec d'ailleurs un certain nombre d'entre vous dans la salle ou à distance pour comprendre les points de douleur qu'on voulait corriger et où est-ce qu'on accélère, comment on fédère l'ensemble des énergies, qu'elles soient publiques, privées, locales, parce que nous sommes des coopératives régionales, nationales, et puis on pourra aussi en partager au niveau européen. Et associatif, parce qu'on a une définition peut-être nous de l'innovation en santé complète au-delà de la simple innovation digitale. Et donc, vous revenir ce matin avec des éléments concrets. On s'est servi de la date du 30 janvier pour calibrer notre calendrier de début d'année. Donc, d'où l'importance quand même hein, de cette réunion récurrente chaque année pour ce matin brancher Next Santé, qui est notre plateforme digitale, qui est la première plateforme digitale à destination de l'ensemble des acteurs de la santé. Alors nous, on a une définition des acteurs de la santé complète, c'est-à-dire que des étudiants en santé sont les futurs pros de demain, en passant par la fonction publique hospitalière, en passant par les professions libérales, les entreprises et les startups et entreprises innovantes. Et pour pouvoir leur donner accès sur cette plateforme
à un accompagnement, du conseil, du contenu qualifié, des experts dédiés, que ce soit au niveau national ou en région. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans la salle. Marianne, Sébastien, Sophie sont là. Donc, on va pouvoir poursuivre les échanges. Et n'hésitez pas à nous interpeller tout au long de la journée pour poursuivre les échanges sur le sujet. Et accompagner à chaque étape des projets ou de la vie professionnelle. De façon personnalisée et en mettant en avant des partenariats. Et donc c'est là aussi peut-être pour un certain nombre d'entre vous des possibilités d'accès ou de tester l'accès au marché par rapport à telle ou telle cible d'acteurs ciblés. Donc continuons à travailler ensemble, allez en ligne depuis ce matin et on va la faire construire, la faire grandir ensemble avec toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et je crois, Thomas, qu'on est à un peu plus d'un mois de Noël. Vous parlez du 30 janvier, vous aviez préparé beaucoup de choses, mais il y avait aussi une date importante aujourd'hui pour soutenir, puisque là, on parle vraiment de cette table ronde du financement, donc d'amener concrètement pour les acteurs. Et je crois que vous avez également, pendant cette année, travaillé sur un sujet important pour apporter d'autres sources de financement pour les acteurs de la santé. Oui, on travaille tous les étages, je vous le disais rapidement, et il y avait un étage notamment européen qu'on voulait aussi travailler. Et pour montrer l'influence que vous avez, Jérôme, quand même aujourd'hui, c'est que hier soir, pour tenir la conférence aujourd'hui, on a signé avec la Banque européenne d'investissement la mise en place d'une enveloppe dédiée de 300 millions d'euros pour accompagner l'ensemble des acteurs de la santé, qui va être disponible dès le mois prochain, pour justement accélérer l'installation, les projets autour de la santé. Sur tous les étages régionaux, nationaux. Et donc ça a été signé hier soir et on est ravis de pouvoir vous l'annoncer, vous le partager ce matin. Bravo pour cette belle annonce. C'est vrai que c'est, je pense, important pour l'écosystème. Concrètement, parce que lorsqu'on avait parlé l'an dernier, on parlait notamment de la diffusion. Et je crois, Édouard, vous l'avez souligné, sur l'importance en fait, de l'accompagnement. Et aussi parfois, notamment sur des outils, je pense notamment sur la télémédecine ou de l'équipement. Est-ce que donc cette enveloppe que vous évoquez va faciliter en fait la diffusion de ces outils numériques dans la pratique des problèmes de santé? Tous ces projets-là sont éligibles à cette enveloppe. En complément, on a aussi toute une dimension financement. Alors là, pour le coup, innovation un peu plus tech et health tech. On a renouvelé notre partenariat avec France Biotech, que vous connaissez tous. D'ailleurs, il y avait une belle réussite sur la première table ronde qui a témoigné tout à l'heure. France Biotech nous accompagne pour accélérer notre accompagnement auprès des entreprises innovantes. Aujourd'hui, Banque Populaire, on a déjà une entreprise sur deux du classement French Tech 120 qui sont clients, qu'on accompagne, et on a envie de poursuivre et accélérer. D'ailleurs, dans le cadre de la valorisation de la filière Health Tech dans le cadre de notre concours annuel chaque année qu'on organise notamment avec Madines sur la promotion des startups innovantes. On va faire une catégorie Health Tech cette année pour pouvoir mettre la loupe sur des réussites et des projets à potentiel. Donc ça, c'est aussi embarqué cette année. Et puis je profite, et pour terminer, parce que je sais qu'il ne faut pas déborder sur ces tables rondes, mais la tribune m'est offerte pour illustrer que l'innovation n'est pas que digitale et qu'elle peut aussi aller sur le territoire de l'innovation sociale. Nous, il y a une association qu'on accompagne avec laquelle on travaille et je trouve que c'est une merveilleuse innovation à partager. C'est l'association Médecins Solidaires que vous connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir. Médecins Solidaires, ils ont eu une idée géniale, c'est un collectif de médecins généralistes qui se regroupent sur des déserts médicaux, où vous savez qu'aujourd'hui on a quand même une commune sur 3 en France où c'est interdit de tomber malade, de fédérer 52 médecins sur 52 semaines pour redonner accès aux soins en tout point du territoire. Et nous, on est ravis de pousser et de réfléchir avec eux comment aller plus loin et comment aller plus vite. Et c'était aussi une façon d'illustrer dans une journée très digitale que l'innovation trouve aussi ses ramifications sur le social et sur le milieu associatif. Merci de la tribune. Merci Thomas. Merci. Thomas, vous êtes sur LinkedIn, donc quand on a 300 millions, je pense que vous risquez peut-être d'avoir quelques demandes sur ce réseau. N'hésitez pas. On est là toute la journée avec les équipes et au plaisir de poursuivre les échanges. Très bien, merci Thomas. Merci. Merci à tous les quatre. Alors on l'aura compris, les mécanismes de financement sont divers, variés, pas toujours simples. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. On va rester ensemble sur le sujet du financement, Jérôme, puisqu'on va parler maintenant des levées de fonds, des startups de e-santé. C'est généralement un bon indicateur de l'état de santé de l'écosystème, si je peux me permettre. Oui, et l'année a été mouvementée. Tout à fait. À tout de suite. Merci à tous. Merci encore. Merci.